Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est l'heure de notre rendez-vous avec les kiosquières, autrement dit Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. C'est un merci Trump qui détonne et qui étonne que vous retrouverez en une de Libération ce matin. C'est évidemment ironique. Pour Libé, la virulence du président américain pourrait paradoxalement inciter le couple franco-allemand à accélérer afin de sortir enfin l'Union européenne de sa crise. Le Figaro ne dit pas autre chose avec ce titre, toujours à la une. Trump creuse le fossé entre l'Amérique et l'Europe. Entre Trump et l'Europe, c'est le grand froid, écrit le journal. Ce matin, vous aurez donc droit aux aventures de Donald et l'Europe, mais aussi aux aventures de Donald et du climat. Un Trump flou sur le climat, s'inquiète CNews Matin. Plus prosaïquement, aujourd'hui en France, nous emmène déjà presque en vacances avec ce titre, presque en forme de carte postale. Tout savoir sur la météo de votre été. Conclusion, l'été sera chaud. Les études de Météo France sont de plus en plus précises et de plus en plus fiables. Elles prédisent donc un été qui, sans être caniculaire, sera plus chaud que d'habitude. Dans 20 minutes, on dirait du Cabrol. Ou l'été sera peut-être bien plutôt chaud, prédit Météo France. Je suis sûr que c'est écrit comme ça. Et puis bien sûr, il y a les acharnés de la politique. Le Monde qui semble un peu obnubilé par l'affaire Ferrand et qui titre « L'affaire Ferrand, donc première épreuve du quinquennat d'Emmanuel Macron ». À ce sujet, La Croix, qui met ce même Richard Ferrand une, semble perdre un peu la foi. Morale et politique, l'éternel retour. En une de l'Opinion, vous trouverez une photo de Jean-Christophe Cambadélis fermé comme jamais. Et ça en dit sans doute plus long que tous les éditoriaux pour raconter l'état du PS. Bérésina, le PS face à la déroute annoncée, titre le quotidien. Le quotidien qui explique que lors des alternances, le PS pouvait traditionnellement compter sur des circonscriptions imperdables. Or, la refondation politique engagée par Emmanuel Macron dynamite ces circos en or. Des salariés inquiets pour leur avenir et à qui on ne dit rien font la une de l'Humanité. André Tati Whirlpool, Macron joue la montre. Ces salariés n'ont aucune réponse à leur demande de vraies solutions et d'emplois pérennes, écrit le journal. Enfin, une bonne nouvelle dans Aujourd'hui en France qui a décroché une interview de Raphaël Nadal. Nadal qui fêtera samedi ses 31 ans. Je jouerai aussi longtemps que ça me rendra heureux. Et bien ça, ce matin, ça suffit à faire notre bonheur. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Marion Calais. Des regrets et une explication dans l'Union. Le suspect principal des dégradations sur la tombe du général de Gaulle a mis les faits sur le compte de l'alcool après un déjeuner arrosé samedi midi. Il a dit regretter son acte. Il risque aujourd'hui 5 ans de prison. Il aura le temps d'y réfléchir. Une question et un appel à la solidarité à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Qui veut loger un jeune migrant ? Le conseil départemental cherche des familles pour soulager les associations face à l'arrivée croissante de mineurs isolés. Dispositif inspiré de l'Allemagne qui comporte un défraiement de 373 € par mois. Et puis fausse disparition mais vraie frayeur à la une de Var Matin. Hier, la grand-mère d'une petite fille de 4 ans prévient la gendarmerie qu'elle ne trouve plus l'enfant. 8 patrouilles de différents services se déplacent alors et finalement les gendarmes retrouvent la fillette dans l'appartement de sa mamie, cachée sous une couverture sous laquelle elle s'était endormie. Oh, c'est mignon comme tout ça. L'histoire du jour, c'est celle d'un violon qui adoucit le quotidien, Marion. Et qui met un peu de beurre dans les épinards aussi pour une mère célibataire de Montauban. Il y a 3 ans, raconte la Dépêche du Midi, pour faire un cadeau à son fils, elle met en gage au Crédit municipal de Toulouse un violon hérité de ses grands-parents. Elle le ressort avec 60 €. Comme la quadragénaire n'est jamais venue récupérer l'instrument, l'an dernier, le Crédit municipal le met aux enchères. Mais même en mauvais état, il suscite la convoitise parce que les connaisseurs identifient là un violon fabriqué au 19e siècle par une famille de luthiers des Vosges. Conséquence, les enchères s'envolent jusqu'à 6 450 €. Il faut donc retrouver la propriétaire. Ça a pris 1 an au Crédit municipal qui lui a finalement versé l'argent, moins les 60 € et quelques intérêts. Ça fait un sou est un sou. Exactement. Et puis ça fait un joli chèque de 6 384 € et 83 centimes précisément, grâce auquel... Un centime est un centime chez Marion Calais. Grâce auquel la maman, toujours en difficulté, a pu mettre un peu d'ordre dans sa situation et qui envisage aussi désormais de partir en vacances cet été en famille. Bien, une belle histoire. Moi, j'adore votre petite fille là qui s'est endormie sous la couverture et qui a inquiété sa mamie. On va lire la presse israélienne avec vous, Sophie Larmoyer. Elle parle de cette question épineuse que Donald Trump doit donc trancher pour ce soir minuit. C'est un autre des problèmes qui se posent à lui. L'ambassade américaine sera-t-elle déménagée de Tel Aviv vers Jérusalem comme Trump l'avait promis pendant sa campagne ? Alors le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, l'a dit mardi lors de son point presse et le quotidien de gauche Haaretz le rappelle en titre d'un article. Date limite ce soir, Trump n'a toujours pas
tranché sur le déménagement de l'ambassade américaine. Mais attendez, pourquoi il y a une date limite pour décider de ça? Alors, le journal The Times of Israel nous rappelle que la vraie question épineuse, c'est le statut de la ville de Jérusalem, avec Jérusalem-Ouest revendiquée comme capitale par l'État d'Israël depuis 1949, mais jamais reconnue comme telle par la communauté internationale, et avec Jérusalem-Est revendiquée par les Palestiniens comme la future capitale de leur futur État. Et dans ce contexte compliqué, en 1995, le Congrès américain a adopté une loi, le Jerusalem Embassy Act, qui prévoit de transférer l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte. Mais pourquoi alors l'ambassade est-elle toujours à Tel Aviv? C'est compliqué votre truc. Oui, mais parce que c'est potentiellement explosif, hein, vous imaginez bien, ça serait une reconnaissance de fait des revendications d'Israël. Donc il y a une clause qui prévoit dans la loi américaine de pouvoir renoncer au déménagement pour une durée de 6 mois au nom d'intérêts de sécurité nationale. Et donc depuis 1995, Clinton, Bush puis Obama, 2 fois par an, ont activé cette clause et c'est au tour de Trump de signer le report du déménagement ou pas. Oui, parce que s'il envoie l'ambassade à Jérusalem, ça veut dire que les États-Unis reconnaîtraient Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. D'accord. Et il va le faire ou pas alors, Donald Trump? Beaucoup de médias estiment qu'il va se donner un peu de temps et donc signer la clause, au moins cette fois, puisqu'il espère remettre en route le processus de paix. Le transfert de l'ambassade à Jérusalem mettrait le feu aux poudres dans le monde arabe. Haaretz, de son côté, explique qu'il y a 2 camps qui jouent des coudes dans l'entourage de Trump depuis son élection. Les partisans du déménagement, emmenés par Steve Bannon, le conseiller spécial issu de l'extrême droite, et le nouvel ambassadeur américain en Israël, David Freeman. Et puis ceux qui estiment que ce serait contre-productif pour la paix, notamment ses ministres aux Affaires étrangères, Tillerson, et puis Mattis à la Défense. Enfin, le Jerusalem Post glisse cette petite info. Les prédécesseurs de Trump n'ayant pas fait la même promesse de campagne, il y avait moins de pression. Et donc, il est arrivé que la clause soit activée le 2 juin en 2014 ou même le 3 juin en 2015. Bon, à suivre. En même temps, aujourd'hui, il s'occupe du climat, semble-t-il, donc peut-être qu'il ne pourra pas tout faire. Mais avec lui, on n'est jamais déçu. Merci beaucoup, Sophie Larboyer. Zidane, l'intouchable, c'est au menu de complément d'enquête ce soir sur France 2. Ah, on reconnaît la musique, parce que Nicolas Poincaré arrive. Oui. Zidane, l'intouchable, donc à 22h55, Eva Rock. Oui, et alors rarement un documentaire n'aura aussi bien porté son nom. Il est bel et bien intouchable, Zinedine Zidane. Faire une interview avec lui, ça relève de l'impossible ou presque. Vous allez quand même entendre sa voix, mais une seule fois. Je fais rien d'autre à part mes conférences de presse. Donc je continue à me protéger et je reste dans ma lignée. Merci. Voilà, merci. Et voilà, c'était l'instant Zidane. C'est pas gagné pour la suite. Ici, ça fait 4 ans qu'on court après. Exactement. 4 ans. Non, on a Nicolas Canteloup qui le fait trop bien. Les journalistes courent toujours autant derrière lui. Alors, pas question ici de dresser un portrait flatteur, plutôt d'évoquer les sujets qui fâchent. Alors, l'argent, les sponsors et le dopage, notamment lorsqu'il jouait à la Juventus de Turin. Et vous allez le voir, on retrouve l'audition lors du procès en 1995, au cours duquel Zidane a avoué prendre des vitamines, des antidépresseurs et autres médicaments, des faits avérés lors d'une perquisition. Dans sa pharmacie, la Juventus a autant de médicaments qu'un hôpital. Des antibiotiques, des tranquillisants, des médicaments pour soigner l'herpès ou les problèmes de prostate. En tout, 281 références. Aucune n'est inscrite sur la liste des produits dopants. Voilà, sauf que ces médicaments deviennent des produits dopants et c'est une pharmacologue italienne qui a travaillé sur le dossier qui le raconte. On trouve les mêmes effets que dans les produits dopants si on prend ces médicaments à haute dose ou sur de longues périodes. Il n'y a absolument aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit. Voilà, alors ce n'est mais sauf que ces produits ne sont pas interdits. C'est notamment une polémique sur la créatine qui était interdite en France mais autorisée en Italie. Donc il n'y a pas de dopage. Exactement. Et ce n'est qu'une partie du dossier que vous découvrirez ce soir de façon plus complète. Zidane, lui, n'a jamais été accusé de dopage, en l'occurrence. C'est un portrait qui n'est pas à charge mais qui cherche simplement à démontrer que derrière le génie de Zidane, sur lequel on est tous d'accord, il y a quand même des zones d'ombre. L'enquête est très rigoureuse, elle est passionnante et elle est suivie d'un plateau avec Danny Cohn-Bendit qui évoquera sa passion du ballon rond. Danny Cohn-Bendit et Zidane plus Nicolas Poincaré, dis donc c'est cadeau. Zidane l'intouchable, c'est complément d'enquête sur France 2 ce soir à 22h55 après la finale des dames dont parlait Bérangère Monde tout à l'heure, finale de Ligue des Champions entre Lyon et Paris. Merci beaucoup les kiosquières.